voilà, déjà je voulais vous dire à quel point nous sommes heureux d'accompagner le Festival Sans Nom, et ce depuis sa création il y a 13 ans. Cette année, notre petit jury a eu du mal à retenir un nom. Il y avait plusieurs belles propositions, pas mal de sujets d'actualité, bien documentés. Agatha Christie était populaire, Arthur Conan Doyle était populaire, Simenon, Jules Verne, Molière était populaire. Mais la culture populaire, si elle divertit, ne s'interdit pas de questionner, d'interpeller, d'éveiller, mais surtout de toujours rassembler. La Ligue de l'imaginaire se veut d'être utile, mais parfois les mots ne sont pas suffisants, il faut des actes. Utile aux auteurs et aux autrices, évidemment, mais aussi être utile au plus grand nombre. C'est ainsi que, depuis 2 ans, à la période des fêtes de Noël, les auteurs et les autrices de la Ligue écrivent une nouvelle, bénévolement, dans un recueil qui porte le nom du pire des Noëls et dont les bénéfices vont à une association qui nous tient à cœur. L'année dernière, le Rire Médecin, pour lequel nous avons réussi à collecter la somme de 50 000 €, et cette année, le CTEB, le Centre de transcription et d'études en braille. Et pour nos confrères et consoeurs de plumes, la Ligue de l'imaginaire décerne un prix tous les ans à celui ou celle dont ils ont le plus estimé le travail. Auparavant, le jury était composé uniquement des membres de la Ligue de l'imaginaire, mais nous avons voulu ouvrir ce jury pour que le choix soit plus transparent. Aujourd'hui, ce sont 4 libraires, 3 chroniqueurs, blogueurs et 3 membres de la Ligue qui décident tous les ans à qui sera attribué ce prix. Il est doté d'une somme de 3 000 €, ce qui n'est pas négligeable quand on sait que seulement 1% des auteurs vivent de leur plume. Mais aussi, grâce au partenariat avec les libraires ensemble, ce roman, comme tous les romans qui ont été sélectionnés, sera mis en avant dans plus de 50 librairies à travers toute la France. C'est une mise en avant précieuse pour laquelle nous remercions ses collaborateurs, comme nous remercions cette année le Festival Sans Nom et la librairie Bizet d'accueillir la Ligue. Le prix sera remis dans un instant par Nicolas Lebel et aussi tous les membres du jury. Le suspense est entier et c'est à toi de le briser, mon cher ami. Merci, cher président. Dont une dizaine sont présents ce soir. Je me souviens de cette longue liste que tu faisais tout à l'heure, parce que dans tous les salons, on a ces longues listes de gens qu'il faut remercier. Et effectivement, c'est fastidieux et c'est très long, et pourtant, les choses ne se feraient pas si on ne se mettait pas à plusieurs. Tout seul, vous pouvez avoir une très très bonne idée, elle restera chez vous, dans votre chambre, dans votre salon, mais elle n'en sortira pas. C'est parce qu'on a des partenaires, qu'on trouve des liens, que les choses peuvent se faire. Et c'est pour cela que j'aimerais saluer ce soir Alexia, venez, Alexia et Camille des librairies Ensemble, parce que Stéphanie Artari. Je suis obligée de faire un discours, je suis désolée. Tant pis. Tant pis, parce que je ne sais pas si je regagnerai un prix, j'aurais jamais gagné dans ma vie. J'ai été très nulle à l'école, j'ai été très nulle au sport, donc je n'ai jamais eu de prix, jamais de ma vie. Et ce soir, j'en ai deux. Alors, je vais vous dire ce que je vous ai préparé, parce que j'ai pas du tout écouté Michael Mention. Mais non, prépare rien, tout comme ça, etc. Donc, il a dit ça et après il s'est endormi sur mon oreiller. Ça, il faut le savoir quand même, parce que j'ai un peu... Moi aussi j'aime bien. C'est très chaud, moi je trouve. Il n'y a pas d'histoire à Mulhouse. Il y a plein d'histoires à Mulhouse. Donc, je voulais vous dire, cet après-midi j'ai pris un taxi pour la gare de Lyon. La fenêtre était ouverte et j'ai entendu sur les quais de la Seine un enfant qui criait « J'ai gagné, j'ai gagné !» Et je me suis penchée par la fenêtre pour voir sa tête de vainqueur et aussi pour voir la tête de l'autre qui par définition avait perdu. Et en fait ce petit garçon il faisait la course contre son chien. Un petit chien avec des petites pattes qui tenait en laisse. Et c'était cocasse pour reprendre ce joli mot. Deux gagnants étaient heureux, très heureux, et le perdant aussi, parce qu'il ne savait pas du tout qu'il avait perdu. Je reviens à mes vaches. Voilà. Donc pour ce prix, nous étions tous dans la course et je l'ai remporté, comme ce petit garçon, de la longueur d'une courte laisse. Mis à part les écrivains qui sont ici ce soir, il y a fort à parier que tous les autres sont chez eux, devant leur ordinateur ou leur râpe de papier, un peu hagards après une journée de travail ou un peu perplexes devant leur page blanche, s'ils appartiennent au genre nocturne. Il existe en effet chez les oiseaux, comme chez les écrivains, toutes sortes d'espèces. Personnellement, je suis une espèce diurne en tenue de nuit, c'est-à-dire que je travaille en pyjama. Quoi qu'il en soit, nous sommes toujours d'une nature assez solitaire et souffrante, particulièrement du côté des trapèzes du coccyx. On passe beaucoup de temps assis.
De plus, quand on écrit du thriller, on patauge beaucoup dans les lieux les plus sombres de notre imagination. Mais bon, ce soir, me voilà habillée au milieu de vous. Et à tous ces titres, c'est une soirée assez remarquable. Je remercie les éditions Belfond et en particulier Karine Verschave, mon éditrice et ma partenaire de travail. Nous avons partagé ensemble des moments épiques avec ces cannibales. Et finalement, oui, c'est magique et supérieur. Je remercie aussi toute l'équipe qui nous entoure. Et puis, je remercie le jury, les organisateurs du Festival Sans Nom, de m'avoir permis de quitter pour une fois mon pyjama. Merci et bonne soirée à vous tous. On est vendredi soir et j'ai passé la soirée avec plein d'auteurs du Festival Sans Nom. C'était absolument génial. Je suis dans la chambre là d'hôtel et oh my god, trio de prix pour Stéphanie Artari. Incroyable. Elle a eu le prix des bibliothèques, je crois, des bibliothécaires, le prix Ligue de l'Imaginaire et le prix du Festival Sans Nom. J'ai discuté un petit peu avec elle, là c'était très très intéressant. Et même cette soirée était super intéressante de discuter avec plein d'auteurs, de les voir en mode détente et de leur dire bonne nuit, à demain. C'est fou. Donc trop bien, vraiment une excellente soirée. Du coup j'ai même pas ouvert ce vlog, mais ce vlog spécial Festival Sans Nom. Donc ce soir remise du prix. Et puis demain, on se retrouve pour le salon. Je vais essayer de filmer des conférences. Si je peux en faire au moins une ou deux, ce serait cool. Et puis voilà, vous filmez un peu les allées, les gens, les auteurs, les bouquins, tout ça. Et puis débrief probablement dimanche. Mais j'espère que ce petit vlog vous plaira. Je ne sais pas du tout combien de temps je vais filmer. Mais on va essayer de faire des trucs. Alors j'aurais voulu vlogger plus le discours de Stéphanie, mais en fait on nous a appelés en tant que jury pour être à côté de Stéphanie, donc je n'ai pas pu sortir mon téléphone pour faire ça. Donc vous avez loupé un bout de son discours, mais bon c'était pas très grave, je pense que vous avez vu l'essentiel quand même, à savoir qui a gagné. Donc voilà, c'est une très 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 bonne soirée. Il est minuit moins le quart, je vais aller me coucher et je vous retrouve demain sur le salon. Festival Sans Nom jour 1 et ultime pour moi, c'est parti, je vais y aller. Ce matin, Stéphanie Artari, bon je l'ai déjà vu hier mais je l'ai revu ce matin au petit-déj. Stéphanie Artari, je prends le nouveau Cyril Carrère, justement, qui était prévu de toute façon que je lis à la fin du mois, et je prends aussi 2 10-18, et j'ai ramené quoi d'autre, Ligne rouge de Laure Rollier. Voilà, donc je vais faire ça ce matin. Il y a 2 conférences qui m'intéressent, on va essayer de faire ça avec Angie et sa cousine. Ce matin avec Johanna Gustafsson, Charlène, j'ai oublié son nom, et Stéphanie Artari, je crois, sur je sais plus quel thème, ça sera bien. Et il y en a un autre cet après-midi, une autre conférence que j'aimerais voir, je sais plus avec qui, il y a Laure, je sais plus, bref, vous aurez des images normalement, j'ai un truc dans l'œil, et ça va être beaucoup trop bien, ça va être cool. C'est parti, mardi. On est contente? Oui. On va acheter des livres? Oui. Oui. Un petit mot? Oh, un petit mot. La vie est belle. Voilà. À tous. Ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer à parler chacune de nos livres, ça me paraît important. On a vu que tu fais la première à ma gauche, on va parler de toi. En plus, il est tout neuf, tout beau. Il vient de sortir, il est encore chaud. Il est sorti
radio et tu nous présentes De ma famille. Et je disais avant en rigolant que je voulais quand même mettre une critique sur son livre. Je me suis permis de lui dire que ça fait une semaine que j'ai la chanson Tu es de ma famille. On la reprend tous en cœur. Voilà, comme ça, c'est l'histoire que vous voulez aussi en tête pour le reste de la journée. Et là, on va découvrir donc Claire qui a mystérieusement disparu dans la nuit. Son mari se réveille et se rend compte qu'elle n'est plus à côté de lui. Ce qui est très inquiétant, c'est qu'ils ont un petit bébé de 5 mois et que pour lui, c'est impensable qu'il ait abandonné ce bébé. Et il va se mettre à sa recherche à tout prix. Évidemment, il va être très rapidement suspecté parce que malheureusement, comme souvent, quand il y a des disparitions de femmes, on accuse le mari, souvent à raison. Pas tort, on ne sait pas, n'est-ce pas, monsieur Jubilard? Et on va suivre cette quête. Alors, je ne sais pas ce que tu peux en dire, ce que tu ne peux pas en dire, jusqu'où je ne vais pas. En tout cas, ce qui est vraiment intéressant dans ce livre, c'est qu'on se rend compte qu'au final, on ne connaît jamais vraiment la personne avec qui on vit. Donc, méfiez-vous de celui ou celle avec qui vous partagez votre vie. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est vrai que c'est difficile de savoir jusqu'où aller sans trop spoiler l'histoire. Comme tu l'as très bien dit, on démarre justement avec ce jeune couple qui est vraiment idéal. Hein. On sent qu'ils ont... Johan et Claire ont une relation qui est très stable, qui est très harmonieuse. Ils se sont rencontrés un petit peu sur le tas. Ils sont devenus parents presque un peu par hasard, mais ils nagent dans le bonheur. Et un bon matin, justement, Johan se réveille, il entend son bébé pleurer. Sa femme n'est pas là, il se dit au début, oh, bah, elle a dû se lever sans que je m'entende pour aller s'occuper du petit. Les pleurs continuent, ils s'intensifient, donc il finit par aller voir, et effectivement, sa femme s'est vraiment volatilisée. Il fait ce que j'imagine tout le monde ferait au départ. Ouais, il commence par se demander est-ce qu'il est parti au travail avant moi, qu'est-ce qui s'est passé avec lui. Et finalement, au bout de la journée, il contacte la police. Et là, les ennuis commencent un petit peu pour lui, parce que bien évidemment, il est très vite suspecté. Ce qui ne va pas lui faire très très plaisir. Donc, il va se lancer lui-même dans une quête pour ses propres recherches, jusqu'au jour où arrive chez lui une inconnue qui lui dit « Mais moi, je connaissais très bien ta femme. On a passé notre adolescence avec. » Et elle se met à lui raconter en fait, ce qui s'est passé dans leur adolescence. Et Johan se rend compte que finalement, il ne connaissait peut-être pas aussi bien sa femme que ça. Bienvenue chez nous, bienvenue en Alsace, bienvenue à Toulouse. Ça vaut le coup de venir chez nous. Hein. Ça vaut grave le coup, ouais. Franchement, je ne regrette pas du tout. Et alors, tu nous présentes ce roman, et c'est assez exceptionnel parce que c'est ton premier roman noir. Non, c'est le deuxième. Deuxième, et on te retrouvait avant dans d'autres styles qui étaient quand même très différents. Oui. Et là, tu signes un roman, je pense, alors je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu ici, mais il vous a forcément marqué. Il vous a forcément marqué, il s'appelle On ne mange pas les cannibales, et puis c'est une histoire un peu d'une rencontre assez particulière entre Noël et Bambi. Et il y a tout un zoo autour, est-ce que tu peux bien nous en dire plus? Parce que c'est vrai que j'aime bien t'entendre en parler. Et je suis très curieuse de voir comment tu vas nous décrire ce livre. C'est difficile de décrire un livre, hein, puisque bon, on ne peut pas raconter l'histoire pour ceux qui ne l'ont pas lu, et puis ceux qui l'ont lu savent déjà de quoi ça parle. Donc oui, c'est une rencontre entre cette jeune fille un peu perdue qui vient chercher du réconfort auprès des animaux et qui trouve du réconfort auprès d'un homme, finalement. Et aussi des animaux. Et puis toute une sorte de danse qui se fait, entre l'animal et l'humain, et qui de l'un de l'autre est le plus humain, animal. Enfin, voilà, c'était une sorte de réflexion intime sur ce qu'est l'humanité. On dit souvent, et je voulais parler de ça, enfin, en tout cas la citer, c'est une philosophe qui s'appelle Laurence de Villers, qui a fait une émission sur France Culture récemment, et en fait elle a trouvé les mots qui sont parfaits. Elle disait l'humanité, c'est ce que l'on peut perdre. L'humain peut
ne pas être humain. Ce paradoxe est à la fois terrible et tragique. On définit l'humain en fonction de tout ce qu'il n'est pas, par rapport à l'animal, au robot, aux choses. L'humain n'est pas quelque chose d'acquis. Et elle dit d'ailleurs qu'elle est gênée qu'on parle de quelqu'un, on dit cette personne est inhumaine, etc. Ben non, parce qu'en fait, on emploie des termes comme fou, malade, bête, prédateur, qui sont employés parce qu'il n'y a plus rien d'humain. Mais en fait, il n'y a rien de plus inhumain que l'humain. Voilà. Donc c'est condition sine qua non, en fait. Il n'y a d'inhumain que de l'humain. Et dans ce livre, effectivement, on est nous-mêmes attrapés par quelque chose qu'on peut ressentir. On voit bien que la frontière, elle est très ténue et qu'on peut basculer d'un moment à un autre dans l'inhumain, en fait. Ça ne tient pas à grand-chose, finalement. Voilà. Merci beaucoup. Johanna, je suis là. Tu nous présentes Les Morsions du silence. C'est chez toi. Alors, je ne sais pas prononcer, je ne sais pas si je le prononce bien. Mon père, en général, il dit que j'habite à Achu. Ah bah voilà, il n'arrive pas à prononcer les digs. Ah bah c'est digs. Ok. Ça change. Ça se passe chez toi. Chez moi. Vraiment chez toi, là où tu habites. Vraiment chez moi, dans le nord de l'île. Exactement. Dans l'école de mes enfants. Je me venge de tous mes voisins. Voilà. Et ça se passe. Psychothérapie. Et ça se passe en plus, si vous cherchez un roman à lire autour d'Halloween, c'est parfait parce que ça se passe en ce moment. Donc voilà, ça peut vous donner des petites idées puisqu'il y a un jeune adolescent qui est retrouvé mort avec un accoutrement un peu particulier au lendemain d'Halloween. Mais sauf que ça va révéler d'autres petites choses. Est-ce que c'est très juste. On est en fait à une époque, donc voilà, donc 31 octobre, bon, ça n'a rien à voir avec Halloween, mais ça se passe ce jour-là. Et en fait, il y a un adolescent qui est retrouvé habillé en Sainte Lucie. La Sainte Lucie, c'est une fête qui est célébrée en Suède. Il y a beaucoup de célébrations païennes en Suède. Et la Sainte Lucie, ça se célèbre donc le 13 décembre. Et ça célèbre... À l'époque, il y avait un autre calendrier, le calendrier que nous avons maintenant, et ça célébrait le retour de la lumière. Parce qu'il faut savoir que quand l'hiver commence en Suède, en fait, c'est là où les jours se rallongent. On pense toujours, oh, c'est dans l'hiver qu'il fait noir. Non. À partir du 21 décembre, en fait, les jours rallongent. Et donc, le 13 décembre, il y a cette fête que j'avais trouvée marquante, et je l'ai découverte quand je vivais à Londres. Donc ma belle-mère m'avait emmenée lors d'un concert, on appelle ça les concerts de Sainte-Lucie. C'est-à-dire qu'on est dans une église, il y a cette chanson que je vous invite vraiment à trouver sur Spotify, n'importe qui s'appelle Sancta Lucia, qui est vraiment très belle, chantée par des chœurs de jeunes filles et de jeunes hommes, et qui, en fait, on voit une procession d'adolescents qui rentrent vêtus d'une robe blanche, d'une ceinture rouge et puis d'une couronne de bougies. Et en fait, la première fois que j'étais allée voir ce concert-là, qui donc célèbre le retour de la lumière, ma mère, donc marseillaise, a le bon commentaire et elle me dit « Mon Dieu, mais regarde-les avec leurs cheveux longs, là, elles vont prendre feu, les petites !» Et donc je me suis dit, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'hyper, comment dire, émouvant, parce que c'est très émouvant. C'est une chanson qui vous prend vraiment au trip, cette chanson-là, qui émeut beaucoup, et avec ces jeunes filles qui portent, mais sans l'être, je suppose, toute la pureté d'un certain âge, enfin, de l'adolescence, l'entrée dans l'âge adulte, et c'est vraiment une célébration qui me fascine. De toute façon, le folklore suédois me fascine, voilà, parce qu'il est païen essentiellement, qu'il est rattaché à des vieux rites et que c'est très loin de ce que moi, fille du Sud, j'ai pu connaître, et puis bon, les bases catholiques de notre, de ce qu'est la France, quoi, hein. On n'a pas peu de célébrations païennes qui sont des célébrations nationales, comme ça c'est en Suède. Voilà, parce que le 13 décembre en Suède, à l'école, il y a des concerts. Les enfants sont en blanc et vous êtes obligés de bouffer des petits pains à la cannelle. Donc voilà. Voilà. Et donc je vous emmène en Suède à cette époque-là, dans cette île où j'ai posé mes valises il y a 4 ans, et je vais vous
vous parler d'un très vieux meurtre qui a eu lieu 23 ans plus tôt. Et une jeune fille a été violée, tuée. Son petit copain est celui qui a été accusé de son crime, sauf qu'il a passé 23 ans à clamer des innocents en prison. Et lorsqu'il était sur le point de sortir, il s'est suicidé. Sa grand-mère, qui est vraiment une personnalité de l'île, qui est l'héritière d'une grande maison d'édition, n'a jamais soutenu son petit-fils. Voilà. Elle a toujours pensé qu'il était coupable, c'est un enfant à problème, un adolescent à problème, donc elle a pensé qu'il était coupable. Sauf que ce qui se passe, c'est que 23 ans plus tard, on retrouve 2 nouvelles victimes, vêtues de la même robe que portait cette jeune fille quand elle a été retrouvée morte. Et donc cette grand-mère se dit, et si j'avais eu tout faux? Et si j'avais choisi le nom de mon entreprise et de mon héritage, et non pas mon petit-fils? Et donc, eh bien, c'est une Française qui va sauver tout ça, bien entendu. Donc, une commissaire française qui arrive sur l'île, qui essaie de digérer un terrible deuil qu'elle a vécu, et qui, en fait, va se retrouver mêlée il y a cette grand-mère qui va aller la voir, qui va dire, on a chacun perdu un enfant, et elles vont être liées, en fait, par ce pacte de mère, et elle va aider cette grand-mère à essayer de découvrir si elle a condamné son petit-fils, justement ou injustement. Voilà. Donc je vous emmène, je vous fais traverser l'hiver suédois, mais surtout la culture suédoise, voilà. Que moi je vis comme une culture différente, aliénante. Enfin voilà, une culture que je regarde de mes yeux de femme du Sud. Voilà. Et je voulais rebondir sur quelque chose dont tu parles, c'est effectivement tu abordes le deuil périnatal, c'est quand même un sujet très compliqué. Et en fait, dans chacun de vos romans, je trouve qu'on retrouve des sujets comme ça qui sont quand même assez durs et qui au final font partie malheureusement du quotidien de certaines femmes. Enfin, je parle parce que nous sommes contre une femme, désolé messieurs, hein. Vous avez le droit aussi d'écouter. Et je pense notamment à l'inceste, hein, forcément, qu'on retrouve aussi dans On ne mange pas les cannibales. Comment vous en venez à avoir l'idée de parler de ce genre de choses qui sont quand même très compliquées, et comment on fait pour l'aborder dans un roman sans que ça crée des crispations chez vos lecteurs? C'est compliqué, je pense, de réussir à doser. C'est compliqué ma question aussi. La neutralité suisse. Alors, on va dire que tout le monde en a les jeux tristes, je pense. Oui. Je pense que c'est quelque chose, vous voyez, qui touche au personnel. Donc on met une petite part de soi-même. Je pense que chaque fois que je parle de quelque chose qui touche aux mères, j'en retire quelque chose de moi. Il y a quelques années, j'ai écrit un livre qui s'appelle Inconditionnel, qui suit 3 mamans dont les filles ont été enlevées et agressées. Même si ces 3 mamans étaient très différentes, chacune avait quelque chose de moi. Là, c'est aussi la même chose. Le bon comme le pire. Bon, donc j'enchaîne. J'ai été psychanalyste pendant de longues années. Bon, pas si longues, mais des années quand même. Et en fait, tout peut être dit. Et tout doit être dit, mais il n'y a pas de sujet plus touchy. Est-ce que c'est... Voilà, l'inceste. L'inceste fait partie du monde depuis qu'il existe, le monde. Frère, sœur, oncle, grand-père, mère. J'ai eu des patients violentés par leur mère. Tout peut se dire, et puis il y a une façon de le dire, il y a une façon de raconter les choses, de mettre des mots dessus qui sont les bons et qui font que ça peut s'entendre. Ça peut s'entendre. J'ai presque envie de dire, dans cette expression-là, j'ai envie de dire, que ça peut se comprendre. On peut le prendre avec soi. C'est quelque chose de... Voilà, c'est ce que je disais précédemment. Il n'y a pas de... C'est inhumain parce que c'est humain et que l'humain est capable absolument de tout.
Alors, on n'est pas obligé de se rouler dedans, de se complaire dans les détails. D'ailleurs, dans ce livre, il n'y a pas du tout de détails, c'est dit, voilà, c'est acté. Il n'y a pas de complaisance, il n'y a pas de détails, il n'y a pas de choses sordides. C'est pas la peine. On comprend très bien, et même les gens qui sont en analyse le savent, on peut dire des choses que l'on entend sans raconter des histoires obscènes. Parfois on a besoin de mettre du détail parce qu'il y a quelque chose qui est resté et qui doit se régler en étant plus explicite, mais c'est pas obligatoire. Voilà, donc c'est dit, c'est là, c'est dans le fond. Ça participe à la psychologie des personnages. Et voilà. Et on comprend pourquoi, parce que ça ne vient pas de nulle part. Ça n'a pas été mis là par hasard, parce que tiens, on fait du noir, tiens, si on mettait un truc bien sordide, bien cracra. Non, c'est comme ça. Voilà. Parce que ça, c'est arrivé aussi. Ça, voilà, on ne devient pas monstrueux, inhumain par hasard. Et c'est pas non plus systématique. C'est-à-dire qu'on peut s'en sortir, on peut échapper à tout ça, mais on peut ne pas. Voilà, donc ça fait partie de ce qui se dit. Et c'est vrai que cette espèce de courant là, de lecteurs sensibles me saoule personnellement. Enfin, je veux dire, j'ai vraiment pas du tout envie de dire non, je vais pas parler de ça, non, je vais pas parler de ce mot, etc. Non. Là, en plus, on est dans le noir, donc s'il y a vraiment un endroit où on peut y aller, normalement, le lecteur, il n'est pas trop sensible, même si ça n'empêche pas d'être profondément sensible en tant que personne, mais voilà, voilà, liberté, quoi, bordel. Tout à l'heure, et puis après on est passé à autre chose, parce que bon, je fais partie de la Ligue de l'Imaginaire, j'ai lu le livre de Stéphanie Paul Prix, je faisais partie du jury. Et en fait, il y a mon livre, mais il y a cette vidéo de vulgarisation qui est passée beaucoup sur les réseaux, qui a été déclinée, pour reprendre l'humain, où il y avait où des femmes demandaient à leur partenaire ou leur mari, tu préférais que ta fille soit dans une forêt avec un ours ou avec un homme, hein? Et en fait, tout le monde répondait avec l'ours. Voilà. Et donc c'est la part d'humanité, mais cette vulgarisation-là, de cette idée, en fait. Et donc voilà, pour répondre à ta question, pardon pour l'aparté, mais c'est vrai que ça résonnait tout à l'heure. Moi, c'est parti vraiment d'une indignation. Mon bouquin. Je pense qu'en se rapprochant de la cinquantaine, on dit que le déclin des hormones, en fait, il y a le déclin, il y a une, on appelle ça, dans les pays anglophones, on appelle ça le fuck it 50. Ça veut dire que quand on se rapproche de la cinquantaine, en fait, on dit, ben voilà, je pense comme ça, et puis voilà. Pas. Mais donc, il y avait vraiment ce besoin c'est un livre qui parle du consentement, des victimes de viol, et en fait, voilà, il y a eu ce cri de la mère que je suis, de la sœur que je suis, de l'amie que je suis, de me dire, mais comment est-ce possible que le viol soit le seul crime où les victimes sont considérées comme des coupables. Voilà. Comment est-ce que ce crime-là est conditionné par ce qu'on porte, ce qu'on est, qui on est, à quel moment, ce qu'on boit, ce qu'on voit, ce qu'on fait. Voilà. Donc il y a eu cette indignation-là et je me suis dit, je suis maman de 3 garçons qui sont encore petits et je me questionne beaucoup sur la manière de les élever, de leur parler de ce consentement-là. Et je pense que la question du consentement en Suède, c'est très différent. Et c'est ça qui m'a vraiment interpellée, c'est-à-dire qu'il y a une loi qui est passée, chaque fois j'oublie, je sais plus si c'est 2018 ou 2019, où en fait, le non, il n'y a pas de problème du non. En fait, il faut dire oui dans une relation avec quelqu'un. Et si le oui n'est pas entendu, c'est un non. Et donc, en fait, je pense que c'est en regardant autour de nous, et c'est vrai que même si je critique beaucoup la Suède pour plein de choses, ils sont drôlement en avance sur nous, sur plein de lois sociales qui, en fait, les lois sociales libèrent nous, les femmes. C'est-à-dire que plus on a de l'aide au quotidien, si on doit aller chercher un mioche malade, ben on n'est pas mis dans un placard comme à Londres. J'ai eu des amis qui, après leur congé maternité, ne pouvaient plus retrouver leur poste. Voilà. Et je pense que,
en regardant, et c'est pour ça que le roman noir, le polar, le thriller, quel que soit le tampon, la catégorie dans laquelle on est né, on peut parler de ce qui se passe ailleurs. C'est la force de ce genre. En montrant que le monde est vaste, qu'il y a des choses à ne pas faire, mais qu'il y a aussi peut-être des choses à faire. Et donc pour moi, voilà, cette indignation-là. Ma petite sœur a été victime d'un viol quand elle avait 13 ans. Et c'est quelque chose, donc là, elle est psychologue, hein, elle aide des victimes à son tour, mais il en a fallu du temps. Hein, parce que là, elle a 40 ans, il a fallu du temps pour que, voilà. Donc c'est vrai que c'est l'envie et le besoin de parler de tout ça, de parler du fait qu'en fait, une fois qu'on est victime de ça, on a des cicatrices toute sa vie. Et pas seulement la personne qui est victime du viol. Les parents, les enfants, des générations plus tard. Et donc voilà, donc je dirais cette indignation, indignez-vous, voilà, je me suis indignée. D'être vraiment pris au tripes, et c'est quelque chose que j'ai retrouvé vraiment très fort dans chacun de vos romans. Voilà, je trouve que c'est un gros point positif de voir que même avec un polar, on arrive à faire passer autant d'émotions, pas seulement de la peur, pas seulement un peu de la crainte, mais beaucoup plus profond que ça. Voilà, je voulais quand même le souligner. Vraiment touchant à leur façon. Et un autre gros point commun, c'est le titre de cette table ronde, Famille, je vous hais. Voilà, on y allait un peu fort, j'avoue. Mais évidemment, il y a toute cette notion de la famille, de l'image qu'on peut nous avoir parfois des familles qui sont toutes belles, toutes lisses au repas de Noël, tout le monde est content, et au final, quand on gratte en surface, les repas de Noël. Chez moi, ça se passe. Quand on gratte en surface, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées, qui sont habitées dans cette sphère familiale. Au final, est-ce que c'est pas la meilleure source d'inspiration pour un auteur que la famille? On a le droit de changer les ordres. C'est tout évident. Vu le titre de ton roman, on était obligé. Alors, je le mets dans les remerciements. J'écris au début des remerciements que c'est vrai que c'est souvent une question qu'on me pose. Est-ce que je prends de l'inspiration dans ma propre famille? Là, vu le titre, j'ai rassuré tout le monde en disant que non, tout se passe très bien. J'ai un mari adorable, j'ai des enfants adorables, tout se passe très bien. Et c'est peut-être justement parce que je suis autant aimée et autant fière de ma famille que je peux inventer des personnages qui soit vont très bien, soit subissent au contraire. Après, Johanna a juste dit quelque chose avant, c'est l'histoire de ce qui se transmet, ce qui se ruisselle parfois sur des générations. Je pense que si on fait un petit sondage là, je pense que vous serez vraiment très peu nombreux à n'avoir dans votre famille, disons sur les 3 dernières générations, aucune histoire un petit peu louche, tragique ou quoi que ce soit. J'y crois pas. Enfin, ça doit être très difficile à trouver. Pour ma part, il faut remonter à ma grand-mère qui a vécu quelque chose de complètement tragique. Et puis, je pense que toute cette histoire de psychogénéalogie, justement, des choses qui, même inconsciemment, finissent par c'est peut-être en partie à cause de ma grand-maman que j'écris des poèmes. Et que j'écris justement ces personnages féminins qui sont finalement très forts dans leur réalité parce que les femmes sont fortes. Quoi qu'il arrive, on arrive à gérer tellement de choses dans nos quotidiens, mais ça ne nous empêche pas d'avoir nos petites déviances, nos petites lâchetés, des choses qui fonctionnent moins bien. Mais je ne sais plus où je voulais en dire. mais voilà, c'est vraiment dans cette idée. Et on a tous vécu des choses directement par les générations qui sont là et les retranscrire d'une certaine manière. Les malveillants. Là, on vous a menti, parce que c'est pas du tout les auteurs qui parlent de malveillants. Enfin, en tous les cas, pas moi, ça c'est sûr. Pitcher de malveillants. Je peux le faire si vous voulez. Ouais, allez-y. J'aimerais vous voir pitcher quand même les malveillants. Alors, du coup, on va se retrouver dans le Gard où il y a des pluies diluviennes et du coup,
coup un duo d'enquêteurs qui se rend du coup sur une scène de crime. On a découvert un corps dans une maison très abandonnée, donc très loin de tout village. Sur le chemin, ils croisent pas mal de bouchons, dont une patrouille de police qui leur dit nous on est là parce que du coup il y a eu une pluie de boue et on a trouvé un corps, une personne, une jeune fille encore en vie mais dans le coma, sérieusement blessée. Bon, les deux policiers disent bon ben malheureusement pas le temps de vous aider, il faut qu'on passe un petit peu plus loin. Et on va suivre du coup cette enquête qui va lier effectivement du coup la personne dans la coulée de boue, puisqu'on va découvrir qu'en fait c'est une jeune fille qui a disparu 8 ans plus tôt, à l'âge de 12 ans. On n'a plus eu de nouvelles, donc on ne sait pas encore ce qui lui est arrivé pendant ces 8 ans. Et on pense que peut-être ça peut être lié du coup à ce corps retrouvé dans cette maison un petit peu solitaire. Bienvenue. Super, j'aurais pas à le faire. Donc c'est parfait, merci. Tu veux faire discret, tu sais. Du coup, je vais passer à vous, cette plateforme, du coup, pour... est-ce que vous me pitchez en prise ou est-ce que je me lance Mais Sandrine va le faire pour moi. Pas de problème. Salvatore, on va être vraiment dans du psychologique, la psychanalyse, des esprits troubles et un esprit machiavélique. C'est bon? Donc en général, oui, j'écris des thrillers psychologiques, donc c'est pas des polars, mais des enquêtes policières. Ce sont plutôt des enquêtes personnelles, si on doit parler d'enquête. Et dans Emprise, au pluriel, j'y tiens, c'est très important. On suit l'histoire de Catherine, une femme qui a bien réussi dans la vie. Elle travaille, elle n'a pas besoin d'homme dans sa vie. Sauf qu'elle croise le chemin de Frédéric. Frédéric est beau, Frédéric a un super job. Tout le monde voudrait, enfin, tous les hommes voudraient être Frédéric et toutes les femmes voudraient l'épouser. Il va mettre le grappin sur Catherine et les choses vont très très vite s'emballer. Il va parler de mariage après quelques mois et il n'a pas de temps à perdre. Il a la quarantaine, donc il veut se stabiliser. Je peux comprendre que son âge. C'est tout sauf drôle. Elle va tomber sous le charme de Frédéric et très vite elle va se rendre compte qu'il y a un problème. Qu'il a des sautes d'humeur, qu'elle va mettre sur le coup du travail, du stress au travail. Puis petit à petit, elle va se remettre elle en question, elle va dire peut-être que j'aurais pas dû dire ci, j'aurais pas dû faire ça. Voilà, donc il y a quelque chose qui ne va pas chez Frédéric et les choses vont se compliquer quand le Covid est déclaré, enfin le confinement est déclaré. Parce que Frédéric, il brille en public, il a besoin d'être en public pour briller. Et là, on l'enferme, comme tous étaient enfermés. Et il commence la descente aux enfers, il devient ignoble avec Catherine, qui elle-même a ses propres casseroles. Ça, c'est important aussi, en plus au pluriel, c'est important de le dire. Au final, on sait plus très bien qui manipule qui, parce que Catherine a ses propres casseroles, elle va essayer de s'en sortir. Est-ce qu'elle va s'en sortir ou pas? Bon, voilà. À la fin, il va spoiler la fin. Et donc j'insiste, c'est un thriller, hein, c'est un vrai thriller psychologique, c'est pas un pamphlet contre les violences conjugales. La trame principale, il traite, entre autres, des violences conjugales, il n'y a pas que celle-là dans le roman. Et voilà, donc ça va vous secouer, ça va vous énerver, vous allez vous identifier à plusieurs personnages, parce que de toute façon, on le sait tous, dans les polars et les thrillers, il y a beaucoup d'humanité. Et parce qu'on joue avec vos sentiments, et je crois que c'est tout. C'est un bon résumé, sans trop en dévoiler. Et du coup, alors, pour la ligne rouge, je laisse un peu. Alors, ligne rouge, c'est l'histoire de Nils, qui est un pompier professionnel qui travaille à Bordeaux, qui doit se rendre dans les Landes pour vider la maison de sa grand-mère qui vivait à Seignos. Donc c'est une maison qu'il connaît très très bien, où il a passé une partie de son enfance. Voilà, c'est la maison des grands-parents. Donc lorsqu'il arrive dans cette maison,
il va découvrir en fait une pièce un petit peu, une sorte de KGB dont il n'avait pas forcément le souvenir ou dont il n'avait pas forcément connaissance. Et lorsqu'il va passer la porte de cette maison, de cette pièce, pardon, il va découvrir qu'elle est tapissée de menaces à son encontre, de photos qui ont été prises à différentes époques de sa vie, et notamment écrit en gros sur le mur « assassin ». Donc c'est vrai que Nils, sur le papier, c'est plutôt l'homme parfait, il est pompier, il a une vie plutôt lisse, il n'y a rien arrivé de particulier, donc il va se questionner, chercher à comprendre si sa vie est en danger, si quelqu'un lui en veut, qui a pu faire ça finalement. C'est un roman choral qui est à 2 voix, où on retrouve également Jennifer. Donc Jennifer, c'est son amie d'enfance, qu'il n'a plus revue parce que la vie a fait que voilà, chacun prend des chemins séparés, mais qui elle vit toujours à Seignos et qui a une pâtisserie, qui elle aussi a une vie plutôt classique, si ce n'est qu'elle fait des espèces de vidéos un petit peu sur les réseaux sociaux où elle se met en scène en train de pâtisser. C'est un petit peu une star entre guillemets sur les réseaux pour la pâtisserie. Et qui, elle, simultanément à ça, reçoit des messages, des commentaires d'un certain Ligne Rouge. Voilà, donc Ligne Rouge est le maître chanteur un peu de l'histoire, qui la menace directement, qui évoque des choses qu'elle aurait pu faire, passer, etc., alors qu'elle ne comprend pas en fait qu'il y arrive. Et elle va très vite retrouver Nils. Le but de ce roman, c'était de créer un espèce de climat, c'est-à-dire que les 2 héros sont à la fois les protagonistes et les antagonistes de l'histoire, puisqu'ils vont se soupçonner l'un l'autre. Voilà. Très bien résumé aussi. Merci. Alors, je vais commencer avec ma première question. La thématique que j'ai vraiment pu retrouver du coup dans mes 3 romans, c'est vraiment ces secrets qui arrivent dans le passé et qui reviennent nous exploser dans le présent. Du coup, donc, dans Les Malveillants, avec du coup cette jeune fille qui a disparu depuis longtemps. Dans Emprise, je pense aussi aux frères du coup de l'héroïne principalement, et du coup dans La Ligne Rouge aussi également, du coup ça a quand même un grand lien avec le passé. Et du coup, je voulais vous poser cette question, pourquoi et vous explorer la thématique du passé qui ressurgit. C'est une question vague. Qui commence? Je peux faire un Shifumi si vous voulez, hein, je sais pas. Non, mais on ne peut rien construire de l'avenir sans regarder vers le passé. Je veux dire, c'est important, ce sont les bases. Et souvent, il y a parfois peut-être des petits secrets au départ, pas forcément très gros, mais qui sont tels un venin, ils sont vénéneux, et donc tout le chemin de la personne vécue avec ses mensonges va se construire là-dessus, et ce venin va finalement lui empoisonner tout le sang. Et donc je pense que ne pas parler du passé, c'est ne pas comprendre le présent, en fait. Pour moi, c'est très important. Tu nous as volé nos phrases. C'est une table ronde qui devait Alors, dans la mesure où moi j'aime montrer au fait au lecteur, sans prétention, que l'être humain n'est ni blanc ni noir mais gris. Le méchant a un cœur, les gentils peuvent être méchants aussi. Et j'ai voulu montrer que donc, dans le cas d'Emprise, le frère, donc Arthur, le frère de Catherine, il a des choses à cacher. Donc, Catherine va l'appeler à l'aide, à la rescousse, j'aurais dû le mettre en papier. Excusez-moi. Et on sent que le frère est réticent, sauf que le lecteur ne sait pas pourquoi. Évidemment, on se dit tiens, c'est bizarre de réagir comme ça, c'est sa petite sœur, il doit vouloir la sauver, l'aider. Il va faire une tentative, mais en même temps il se met en retrait puisque Frédéric sait des choses sur lui, donc il peut le faire changer. Et Arthur justement, il n'est pas blanc, il n'est pas noir, il est gris. Donc il a fait certaines choses, ou en tout cas, dans ses souvenirs, il a l'impression d'avoir fait certaines choses qui sont répréhensibles. Et donc il va rester en retrait par rapport à Catherine et sa problématique. Et voilà, et puis comme disait Catherine, comme disait Sandrine, on va y arriver,
c'est clair qu'on se construit sur le passé si on ne parle pas du passé. On ne peut pas parler du présent, quoi. Donc voilà, à toi. Alors c'est toujours super de passer en dernier, parce que comme ça ils ont tout dit. On échangera pour la prochaine. Non mais c'est bien en fait. Et on se rend compte que pour le coup la table ronde est bien choisie puisqu'on a les mêmes mots. Moi ce qui m'intéressait aussi surtout c'était de finalement mettre en lumière le fait que je pense qu'à plus ou moins grande échelle on a tous des secrets de famille. On a tous des choses qui n'ont pas été dites, des non-dits, ou des choses que parfois, lorsqu'on est enfant, nos parents nous disent cette fameuse phrase, tu comprendras quand tu seras plus grand, ou t'es trop petite, ou tu peux pas, voilà. Et mettre des choses sous le tapis, mais à un moment donné, on passe à l'aspirateur, quoi, donc tout ressort. Et comme disait Sandrine, ça c'est tout à fait ce que je pense, c'est que même si on n'est pas au courant de certaines choses, en fait, je pense qu'on le sait. On sait tout, et en fait ça gangrène quoi. Donc je prône beaucoup pour la vérité, même si parfois elle est dure à entendre, parce que lorsqu'elle ressort, et quand elle sort notamment dans Ligne Rouge des années plus tard, elle ressort forcément de manière violente. Et c'est très difficile, je pense, de se construire, et mes personnages sont des écorchés vifs parce qu'il y a tellement de choses en fait sur leur identité qu'ils n'ont pas pu développer, qu'ils n'ont pas pu comprendre parce qu'il leur manquait des outils. Et ces outils-là, en fait, ils sont tellement importants, et ça en fait d'eux, comme tu disais, des personnes qui font de leur mieux, mais qui ne sont pas irréprochables. Mais je pense qu'on est tous comme ça, en fait, finalement. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est de prendre des personnes, vous et moi, nos voisins, des personnes lambda, et les mettre dans une situation un petit peu catastrophique, et de voir comment ils s'en sortent, et de poser la question, mais moi, qu'est-ce que j'aurais fait à leur place? Certainement, j'aurais pas fait mieux, quoi. C'est ma phrase, hein, ça. Ah bah désolé. Bon, la prochaine fois, vous ne nous mettez pas ensemble. Mettez-nous taquin, ou je sais pas. On réfléchira pour la 14e. C'est pas ça. Alors du coup, j'avais une autre question qui était du coup par rapport à vous écrivez vos personnages, qui ont du coup tous ces fêlures et du coup tous ces secrets, et par rapport à un schéma d'écriture, je ne sais pas comment vous écrivez en tant qu'auteur, mais est-ce que vous construisez vos personnages et ensuite vous leur découvrez entre guillemets leur passé, ou est-ce que vous savez à partir du moment où vous avez commencé, je sais où est-ce qu'il va commencer, je sais où est-ce qu'il a commencé les secrets, et vous vous basez sur ça pour continuer votre histoire. Dans quel sens vient la réflexion? Alors vous aviez passé en premier, hein. C'est ce qu'on avait dit, hein. C'est bien. Non, ça va, c'est bon, j'ai mes réponses. Non, parce que là c'est facile en fait, c'est assez personnel finalement comme question. Moi les personnages je les connais très bien quand je commence. Je les connais mieux finalement que l'histoire en elle-même. Je sais exactement qui ils sont, quelles sont leurs fêlures, leur caractère. En fait, et je pense qu'ils ne me contrediront pas sur ça. On a un côté complètement ouf, nous les auteurs, on est un petit peu tarés. C'est-à-dire que moi, mes personnages, ils font partie de ma vie, sont mes amis, c'est ma famille, je les connais très très bien et je vis avec eux. Et je sais exactement. Alors, en revanche, il y a des personnages qui se révèlent. C'est-à-dire que, par exemple, dans Ligne Rouge, moi j'avais Nils et Jennifer qui étaient parfaitement calés, donc je connaissais très bien leurs histoires, je savais très bien ce qui allait arriver, etc. Et j'avais ce personnage de Slimane, qui est le meilleur ami de Nils, qui ne devait pas finalement prendre toute l'ampleur qu'il a pris dans le roman. Et puis, il est arrivé et c'est comme s'il m'avait dit non, alors attends, non, mais moi je sais plein de trucs, j'ai plein de choses à dire. Et il a eu sa voix, si bien qu'il y a des chapitres Slimane, quoi, et qui n'étaient pas prévus au départ. Mais je sais pas si ça vous arrive ça, mais il y a des personnages qui vont prendre une place qui leur était pas attribuée au départ. Et voilà. Oui, c'est un petit peu la même chose que là. Fatalement. Et comme
oui, les personnages sont là et on a l'impression en tout cas de les connaître. Ils nous parlent, ils veulent absolument nous raconter leur histoire. Mais je dirais que ce sont les personnages principaux, en tout cas pour ma part. Donc par exemple, Catherine et Frédéric, je savais très bien qui ils étaient, ce qu'ils avaient vécu, pourquoi ils étaient comme ça, pourquoi ils réagissaient de telle manière. En revanche, le frère, donc Arthur et Valérie, la collègue, au début devaient vraiment être secondaires. C'était des personnages secondaires, comme on a des personnes secondaires dans notre vie aussi, hein, on a des collègues à qui on parle à peine. Et petit à petit, Valérie s'est imposée, elle m'a dit non, mais moi il m'est arrivé des trucs. Il m'est arrivé des trucs passés. Et de l'autre côté, il y a Arthur qui m'a dit non, mais il y a des trucs pas bien que j'ai fait, ça serait bien que t'en parles. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, en tout cas pour ma part. Je crois que c'est la même chose pour toi. Je suppose que pour Sandrine c'est différent. Voilà. Et voilà, mais c'est vrai qu'on se laisse habiter par nos personnages. Moi, bien souvent, quand j'écris la première scène, j'ai pas réfléchi des heures et des heures sur cette scène. Hein. Je l'écris, enfin, je ferme les yeux, d'ailleurs, je le fais d'ailleurs en racontant, et je vois une image, en fait, une situation. Je vois un personnage qui se retrouve dans une situation de vie. Et j'essaie de comprendre, je veux qu'il m'explique pourquoi il se retrouve dans cette situation-là. Et de là commence toute l'histoire. Voilà. Alors, il y a des choses pareilles, d'autres non. Non, c'est juste que moi je suis la première lectrice quand j'écris. J'ai absolument pas envie de m'ennuyer, donc si je sais déjà ce que je vais écrire, déjà je m'ennuie. Donc je pense que inconsciemment, tout doit être déjà bâti, j'imagine, mais consciemment, non, je ne sais rien. Je ne sais pas quelle histoire je vais écrire, je ne sais pas qui seront mes personnages, je ne sais pas quelle sera mon enquête, je me laisse un peu porter. Et je pense que voilà, mon subconscient me verse au fur et à mesure mon histoire qui en fait mature déjà depuis un an, pour me mettre à écrire. Et en fait, je construis mon histoire avec mes caractères en même temps et j'aime les découvrir. Tous les jours, j'ai l'impression de leur découvrir une nouvelle facette. Je dis, ah, il est marrant, il a de l'humour, et c'est vrai qu'il y a un petit côté schizophrénique entre les auteurs et les personnages. Je raconte souvent une anecdote où c'était mon deuxième livre, j'étais en train d'écrire tranquille, et à un moment, mon mari m'entend dire « Ah, elle me saoule, t'y vas pas, vas-y, choisis, décide. » Et il me dit « À qui tu parles ?» Je suis à Max, qui est l'un des personnages récurrents parfois. Et il me dit « Tu te souviens que c'est toi qui décides ?» C'est pas si simple, c'est pas comme ça. Et en fait, c'est vrai, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, nos personnages prennent forme et ils ont leur vie, leur caractère. Donc, les tout premiers, on a tendance à les faire un peu comme nous, forcément, parce que voilà, on met beaucoup de nous dans le premier. Donc, il y a beaucoup de nos réactions, on va dire. Et puis, tout d'un coup, ils prennent leur autonomie, ils font leur vie, ils peuvent avoir les caractères plutôt de certains potes. Je pense que quelque part, on va mettre des trucs qu'on ne comprend pas chez nos potes. Et justement, on va dire, oh, le sou. Et voilà, et c'est comme ça qu'ils se créent. Et donc, moi, mes personnages, je me dis, bon, bah, je les laisse venir et on va voir comment ils vont évoluer. Et je prends plaisir à les découvrir. J'ai l'impression de me laisser porter. Je pense qu'en fait, vraiment, inconsciemment, ils sont déjà complètement façonnés, mais je ne sais pas. Dans la mesure où moi, je n'écris pas de polar, donc il n'y a pas d'enquête policière, déjà, le point de vue des policiers, voilà, il y a une mini-enquête, c'est vraiment en filigrane pour la cohérence du récit. Mais, ce que moi j'aime, c'est montrer ce qui arrive au personnage. Montrer au lecteur dans quelle situation, dans quelle situation on pourrait se retrouver tous finalement. Dans Prise, bon, je parle de confinement, je m'étais promis de jamais écrire sur le confinement. Et puis ça s'est imposé en fait parce que la maison devient un personnage à part entière finalement grâce au confinement. Et puis pour le narcissisme de Frédéric est conservé par le fait qu'il soit enfermé justement. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de le placer au moment du confinement. Et je ne sais plus ce que je voulais dire parce que j'ai fait une parenthèse. Et la question c'était, oui, ce que j'aime bien, c'est mettre les lecteurs, enfin, je les prends par la main et je les jette dans la salle. C'est vraiment ça. C'est ça, mais c'est ce qui m'intéresse, c'est de dire, regarde ce qui peut arriver, regarde ce que tu vas éprouver en voyant ce que tu observes. Et donc on est sur le moment présent. C'est là, c'est maintenant que ça arrive, et tu ne peux pas t'en échapper. C'est ça.
ça qui me plaît. On est bloqué aussi dans cette maison pendant ce confinement. Oui, et je pense qu'à la lecture d'Emprise, on sent cette oppression, on sent cet enfermement, et puis la détresse de Catherine, parce que bon, Frédéric est vraiment horrible. Voilà, il y a des scènes que j'ai adoré écrire, c'est le côté malsain qui ressort, j'ai adoré écrire certaines scènes, et je sais qu'elles sont très énervantes, mais voilà, moi je me suis basé sur des recherches, sur des témoignages. Vous tapez dans Google, violence conjugale, vous avez accès à tout, à des témoignages, à des rapports psy, et tout ce qui se passe dans Emprise, c'est une version édulcorée de la réalité, quoi. Ça c'est clair. Et voilà, et malgré tout, c'est déjà très 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 énervant. Mais je vous assure que les rapports et les témoignages que j'ai lus, qui m'ont inspiré mon histoire, sont effrayants. C'est à être dégoûté d'être un être humain, quoi. Tout ce qu'on fait subir à une personne par amour, avec de gros guillemets, c'est hallucinant. Si c'est un homme sur une femme, mais il y a aussi les hommes qui subissent des violences. Et eux, on en parle peut-être un petit peu moins parce qu'ils ont encore plus honte que les femmes d'en parler. Et j'avais lu un témoignage comme ça d'un homme qui subissait les violences de son épouse. Il s'est présenté au commissariat. Il lui a pris au visage. Donc, voilà, tout ça pour dire que j'aime bien prendre le lecteur et le jeter dans les scènes. Et bien s'énerver. Je suis désolée, j'ai oublié la question de base. J'étais fascinée. Alors moi, parce qu'en plus elle était longue, comment je vais la reformuler? Vous avez un souvenir? Non. Quand c'était le cadre que j'avais choisi. D'accord, on va pas plus loin que c'était le cadre que vous aviez choisi en fait pour présenter votre histoire. Donc du coup, effectivement, en prise, c'était on se jette, on est jeté dans dedans. Et vous, du coup, c'était vraiment de prendre le parti pris que ce soit vos personnages qui décident de relever le passé et de. Oui, d'accord. Ok. Non, je plaisante. En fait, c'était. Ça s'est imposé, mais c'est très difficile de répondre à cette question sans spoiler l'histoire, mais ça s'est imposé puisque la situation T, le point de départ, évidemment, c'est les menaces qu'ils reçoivent tous les deux indépendamment, qui font que forcément, c'est pas un hasard. Déjà, le hasard n'existe pas, et en plus, au même moment, en fait, donc Jennifer fait partie du passé de Nils fait partie du passé de Jennifer, donc ils vont forcément devoir remonter ce passé-là, essayer de se souvenir, attends, quand on était gamin, qu'est-ce qui s'est passé, d'où ça peut venir en fait, comment on se sort de là, et on est obligé de remonter, de partir sous forme de flashback. Donc c'est vrai que moi non plus, c'est pas vraiment, moi je suis plutôt dans la thriller psychologique, il n'y a pas de j'égorge personne, il n'y a pas d'enquête, de disparition. Slimane est là plutôt dans cette histoire en tant que meilleur ami de Nils. Bon, il se trouve qu'il est flic, donc forcément il a un point de vue qui est différent, parce que tous les deux, mes personnages décident de ne pas faire appel à la police, ou alors malgré eux, tout simplement parce que ils ont beau se dire nous, on n'a rien fait, on y est pour rien, mais ils savent très bien que non. Donc ils vont se débrouiller par eux-mêmes, et forcément on est obligé de remonter à l'essence du problème qui est évidemment dans leur famille, dans leur univers, dans leurs souvenirs, et c'est en débloquant le passé qu'ils vont résoudre les problèmes du présent. Je me souviens de la question. Non, mais pour moi, c'est toujours. Alors, quels que soient mes livres, c'est vrai que moi, il y a un système d'enquête. C'est vrai que c'est mon fil rouge, c'est l'enquête. Qu'elle soit dans un cadre police-justice ou même en dehors. En tous les cas, ça va être ma façon d'emmener le lecteur. Mais parce que pour la même raison que j'ai citée pour mes personnages, comme je ne sais pas exactement où je vais mener l'enquête. Qu'est-ce qu'il y avait dans mon petit cerveau tout embrouillé? Qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Et donc je vais mener l'enquête, de voir
pourquoi j'ai laissé telle indice, pourquoi j'ai mis ça, etc. Et j'aime emmener le lecteur avec moi. Et avec une sorte de pas en avant tout le temps. Parfois le lecteur est exactement au même moment que moi de la réflexion. Parfois il a un temps de retard, parfois il pense avoir un temps d'avance, mais pas toujours. Et donc voilà, moi c'est mon système, mais parce que je pense que je suis plus matheuse que littéraire à la base. Et pour moi le polar c'est des maths, en fait, c'est une suite logique. Voilà, je vois une sorte de construction avec une hypothèse de base, je fais mon développement, j'arrive à la conclusion, et je m'amuse comme ça, et donc je me laisse des petits indices et je mène mon enquête. Et j'aime beaucoup quand le lecteur est avec moi. Parfois il m'écrit à un milieu en disant je pense que c'est ça, enfin limite il m'aide à finir le bouquin alors qu'il est déjà fini, mais voilà, j'aime bien ce côté-là, j'aime beaucoup les enquêtes, je trouve que c'est un casse-tête qui est super intéressant pour moi. Un petit peu vos parcours, parce que c'est un petit peu atypique, vous n'êtes pas auteur de polar initialement, voilà, peut-être, je sais pas, qui veut. Si, voilà. Donc moi je suis journaliste depuis un peu moins de 20 ans, j'ai fait pas mal de choses différentes on va dire. Alors pour prendre juste les choses qui sont un peu liées à ce que j'ai fait ici, j'ai notamment longtemps travaillé pour un média qui s'appelle Slate, qui est la version française d'un média américain, donc qui m'a conduit à pas mal couvrir les politiques américaines, notamment l'élection de Trump. Et puis j'ai aussi travaillé un peu comme indépendant pour le magazine Society, donc qui est le co-éditeur de cette collection True Crime. Et aujourd'hui, je travaille pour une revue qui s'appelle Sciences Humaines, qui traite de l'équité des sciences sociales, et puis aussi un peu pour la chaîne Arte, pour une émission qui s'appelle Le Dessous des images. Oui, moi, comme Jean-Marie, je travaille comme journaliste indépendant. Mon parcours, je pense, a été un peu plus. Je suis devenu journaliste assez tard, ça fait longtemps que j'écris, j'ai envie d'écrire, ou j'écris des livres. Mais du coup j'écris surtout pour les magazines du groupe So, donc Society principalement, mais aussi Sophie pour ceux qui aiment le foot, Tango pour ceux qui aiment le running. Ah ouais, c'est ouais, il y avait aussi un magazine de running. Il y a le tennis aussi. Le tennis, j'ai fait un petit truc pour le tennis, enfin bref, j'ai fait pas mal de sport. Le magazine de cinéma, qui est un peu dans la tourmente ces jours-ci, mais qui par ailleurs, j'ai beaucoup contribué à ce magazine aussi à l'époque. Comment t'en es arrivé au true crime du coup, à couvrir ce genre d'affaires? Alors j'ai déjà fait un peu de faits divers pour Society. À chaque fois, ça s'est fait un peu par hasard. C'est des affaires qui sont entre guillemets un peu venues à moi. Et là, pour cette affaire-ci, en fait, il se trouve que moi, ma mère est américaine et que ma grand-mère, à son âme, était de cet État, ce petit État que personne connaît et dont on parle pour faire des blagues, qui s'appelle le Delaware. Et du coup, quand on m'a proposé de proposer des sujets pour cette collection, j'ai cherché des faits divers dans le Delaware. Il n'y en a pas beaucoup, en tout cas, il y en a moins que la Californie ou le Kansas ou que sais-je. Et du coup, je suis tombé sur ce fait divers-là qui m'a parlé. Je pense qu'il faut que j'arrête de dire ça, mais je l'ai déjà dit à certaines personnes dans la salle. Mais je pense que mon premier réflexe c'était: est-ce que tous les adolescents du monde ont déjà un peu rêvé de tuer leurs parents? Voilà, moi mon personnage il l'a fait, et je pense qu'on peut dire sans rien spoiler que c'est pas forcément une super idée. C'était justement un peu la question que j'avais, parce que moi j'ai découvert le magazine Society par, je pense que beaucoup ici l'ont lu parce que je sais qu'on a les mêmes travers, sur l'enquête sur Xavier Dupont-Ligonnès. J'étais obligée de lui aller un peu. Franchement, il est 17h, je n'ai pas encore parlé de lui, donc je commençais à trembler. J'adore Xavier. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Feu Xavier Dupont-Ligonnès. Type vivant 100%, type vivant, et je pense plutôt en Europe. Ouais. Alors, j'ai peut-être pas assez de temps pour enquêter réellement. Peut-être qu'un jour, vous ne direz plus et que je serai avec un sac à dos en train de me chercher ou de creuser quelque part. Mais... Avec Romain, tout à fait, Romain Portolas, oui, tout à fait. Mais alors, ne rigolez pas, je lui envoie des messages pour lui demander où il en est parce que ça m'intéresse. Et normalement, il reviendra pour parler de Xavier Dupont-Ligonnès. Mais oui, donc voilà. Donc j'ai découvert Society par là. Et
ma question c'était, vous avez chacun écrit sur des affaires qui sont très différentes d'ailleurs, comment est-ce que vous choisissez d'écrire, est-ce que c'est 10-18 Society qu'on mandate pour enquêter sur des choses, ou est-ce que c'est, alors toi qui as pu chercher des idées, pour cette affaire-là, je ne sais pas trop. Alors moi en fait ça s'est fait, j'ai été sollicité, c'est-à-dire j'avais eu l'occasion d'écrire pour Society sur des thématiques, pas directement sur des thématiques que je qualifierais de criminelles, mais sur la politique ou la société américaine. Et le rédacteur en chef de Society, qui en fait a fait l'office de co-éditeur du livre de la collection avec quelqu'un de 10-18, m'a dit bah, on lance cette collection, on va faire ça et ça pour commencer, est-ce que ça t'intéresse de contribuer? Et donc j'avais cherché des idées d'affaires qui m'intéressaient, sachant que par ma formation, je suis plus intéressé par des affaires qui ont un arrière-plan politique ou historique assez fort. Et donc j'avais fait un premier livre qui était consacré à une autre affaire qui se passe dans le Mississippi, qui s'appelle l'affaire Emmett Till, qui est un meurtre qui se passe dans les années 50 et qui a eu un grand rôle dans l'histoire du mouvement pour les droits civiques. Et après ça, j'étais allé enquêter en Mississippi au mois de juillet 2023, il faisait 40 degrés, une humidité insoutenable, et je m'étais dit, par contre, si je retrouvais de l'expérience, hors de question que je fasse pareil. Du coup, fort logiquement, j'ai été en Louisiane, juste à côté. Voilà, ça c'était plus, en tout cas l'expérience m'avait beaucoup plu. Déjà l'expérience et le fait de partir en reportage plusieurs semaines aux États-Unis, d'enquêter sur une affaire criminelle, de rencontrer les témoins m'avait beaucoup plu. L'accueil par ailleurs que j'ai eu de la part des lecteurs et lectrices m'avait encore plus plu. J'avais évidemment envie de renouveler l'expérience. Donc après, j'ai cherché des affaires qui m'intéressaient, que j'ai un gros intérêt, comme je disais, pour la politique, gros intérêt du coup pour les assassinats politiques, qui sont une spécialité américaine. On a chacun, voilà, vous aviez du coup il y a des gens qui vous avez du pour Ligonnès, moi j'ai vu JFK d'Oliver Stone peut-être 20 fois ou 15 fois, je sais pas. Et donc voilà, et donc je me suis intéressé à cette affaire d'assassinat politique en Louisiane dans les années 30, qui est un peu finalement derrière l'assassinat de JFK, de son frère Robert Kennedy, de Martin Luther King, qui est un peu peut-être la grande affaire d'assassinat politique dans l'histoire américaine. Alors, on va peut-être rebondir sur ce livre. En fait, moi j'avoue que j'en avais jamais entendu parler de cet homme-là, donc j'ai découvert. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus sur qui il était et dans quel contexte il a été tué? Alors, Huey Long, c'est un personnage, donc c'était d'abord gouverneur de Louisiane dans les années 30, puis sénateur de Louisiane à la même époque. Souvent, d'ailleurs, quand on est en France, au lycée, on apprend l'histoire des États-Unis, on apprend que à la fin des années 20, il y a eu la crise de 29 aux États-Unis, la Grande Dépression, et puis qu'il y a le président Roosevelt qui est arrivé et qui a tiré les États-Unis de la misère avec ses politiques, ce qui est vrai par ailleurs. Et Huey Long, c'est un des principaux ennemis de Roosevelt. C'est l'homme qui rêvait de détrôner Roosevelt pour devenir président des États-Unis à sa place, alors qu'il appartenait au même parti, le Parti démocrate. Quelqu'un avec des idées d'une certaine façon très à gauche sur certains plans social, et avec une brutalité et un autoritarisme par ailleurs très marqués, qui pourront rappeler certains personnages de l'actualité américaine de 2025. Voilà. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'un soir, il était à une réunion du Parlement de Louisiane, donc à Baton Rouge, qui est la capitale de la Louisiane, dans le Capitole, voilà, un édifice absolument gigantesque, et dans un couloir, alors qu'il était avec ses partisans en train de discuter, il a été blessé par balle, et il est mort quelques jours après à l'hôpital. Et c'est devenu très vite une affaire mystérieuse, avec beaucoup de théories, de contre-théories sur qui était vraiment l'assassin. Le festival Saint-Nom, c'est terminé, ça y est, je suis rentrée, nous sommes dimanche matin, et je vais vous débriefer, pas vous finir de débriefer le festival. C'est toujours un plaisir de voir autant d'auteurs de qualité disponibles et heureux d'être là. C'est un très beau festival, c'est hyper familial, c'est pas très grand et ça suffit et c'est parfait. Merci beaucoup Déborah pour tout ça, pour toute cette organisation, tous ces sourires et ces rires et ces petites frayeurs et tout ça et tout le reste, et c'était trop bien. Les tables rondes étaient exceptionnelles. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Tout est toujours très positif et pourvu que ça dure. Donc vivement l'année prochaine pour le 14e Festival Sans Nom. J'ai très hâte. Alors je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté, ce que j'avais ramené aussi pour faire dédicacer. Déjà, à rapporter... Ouais, on va faire comme ça. C'est ça. J'avais emmené... Hop là.
l'affaire Emmett-Till de J.M. Potier, Jean-Marie Potier je pense, parce qu'en fait il y avait 2 auteurs de true crime. Et il y a très peu, les auteurs de true crime sont très peu en dédicace, donc j'ai un peu sauté dessus, j'avoue, je suis allée les voir, c'était très intéressant de discuter avec eux, donc j'ai pu faire dédicacer celui-ci que j'avais ramené, et j'ai acheté celui-là, je suis en pleine lecture, je l'ai commencé hier soir, je l'ai presque dégommé, c'est super intéressant, c'est génial. Donc les 2 sont dédicacés, je suis trop contente. Sinon j'ai vu Laure Rollier pour Ligne Rouge, on a discuté ensemble, c'était très intéressant aussi, et j'ai hâte de lire son prochain Mars. Voilà, et j'ai vu aussi, bien sûr, Stéphanie Artari, On ne mange pas les cannibales, qui est dédicacée. Et j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé discuter avec elle, c'était très enrichissant, super intéressant. Et elle est très, comment dire, elle réfléchit beaucoup. Et quand elle te parle, elle est avec toi, quoi. Et du coup, c'est précieux, c'est très précieux, très intéressant. J'ai beaucoup aimé. Et puis Cyril Carrère, évidemment, pour la suite de La colère d'Inaghi, Le crépuscule de la veuve blanche, qui est sorti là. Et j'ai même eu des cartes, des petites cartes en dédicace, que je mets dedans. J'en avais eu un aussi pour La colère d'Inaghi. Et du coup, là, j'ai la suite. Je suis trop contente, donc trop bien. Ça, c'est les achats. Moi, j'avais ramené ces 3-là à faire dédicacer. Et donc, niveau achat, j'ai donc pris le Cyril Carrère, celui-ci. D'accord. Donc, en achat, j'ai donc acheté le Cyril Carrère, le David Cassan et le petit recueil de nouvelles de la Ligue de l'Imaginaire, parce que c'est pour soutenir une association. C'est l'association CTEB qui favorise l'accès aux livres et à la culture des aveugles. Le Centre de transcription et de l'édition en braille est une association à but non lucratif et reconnue d'intérêt général et parrainé par Bernard Minier. Voilà, ça existe depuis 37 ans pour adapter l'actualité littéraire en braille et tout type de projet à la déficience visuelle. Donc, très intéressant. Pour Noël, c'est parfait. Des auteurs de qualité, on a Olivier Ball, Jean-Luc Bizian, alors Drouin, je ne sais pas qui c'est, Éric Giacometti, Alexis Lausker, Bernard Minier, Olivier Norek, Cédric Cyr, Nico Taquian, Franck Tillier et Vitzel, je ne sais pas qui c'est. Donc j'ai fait dédicacer par Bizian, Norek, Cédric Cyr et Nico Taquian. C'est fait, je ne sais pas, très honnêtement, si je le lirais. Enfin, c'est souvent comme ça, j'achète souvent les recueils de nouvelles à but non lucratif, hein, voilà, pour soutenir des associations, parce que c'est une bonne action, que c'est souvent des romans, des nouvelles de qualité de toute façon. Donc j'en ai pas mal comme ça, je me dis qu'un jour je les lirai tous, mais peut-être pas aujourd'hui, je sais pas. En tout cas, très intéressant, bravo à la Ligue de l'Imaginaire pour ce recueil, c'est le 2e recueil, ils en avaient déjà fait un l'an dernier, je l'avais pas acheté, et là je me dis, c'est l'occasion comme ça permet d'aller voir des auteurs. Et voilà, j'ai revu Hergé Laurie, j'ai revu Johanna Gustafsson, j'ai revu plein de monde. C'est un salon de très grande qualité pour le polar. Et quand on allait voir Cédric Cyr à la fin du salon, il nous a expliqué que lui, il lisait pas mal, il avait lu pas mal de Gallimard là récemment, et il se rendait compte quand même que les auteurs de polar écrivent au moins aussi bien que les auteurs de littérature blanche finalement, ce qui est tout à fait vrai, je pense aussi. Et il disait qu'en fait, en littérature blanche, c'est souvent des récits qui parlent d'une histoire qu'on a vécue, de famille, beaucoup en ce moment. La rentrée littéraire est un petit peu appuyée là-dessus. Et alors qu'en polar, on raconte une histoire avec des personnages, avec des descriptions, tout ça. C'est vraiment une histoire. Et il disait qu'il y a pas mal d'auteurs de littérature blanche qui ne savent pas raconter d'histoire finalement. Je suis un peu d'accord avec lui, mais il y a quand même beaucoup d'auteurs de littérature blanche, auteurs-autrices. Je prends Joyce Maynard, hein, c'est l'été blanche, et pourtant l'histoire est fabuleuse et elle sait très très bien la raconter. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de récits qui sont très introspectifs, et qui ne racontent pas forcément une fiction. En fait. Voilà. Et donc les auteurs de polar ont ça aussi en leur poche de qualité, de se dire on sait raconter des histoires, nous. Donc c'est très mis en avant, évidemment, et moi je les soutiens aussi, ces auteurs de polar, auteurs et autrices. Donc voilà, c'était génial. Un salon à faire absolument, si vous n'avez pas été. J'espère que ce vlog vous aura plu et que les petits morceaux de conférence vous auront plu également. Moi, je vous retrouve dans un prochain vlog pour un prochain moment de lecture également et de partage. Lisez, partagez autour de vous, faites parler de livres, passez des livres, faites des book clubs, faites des vidéos YouTube, bref, c'est un plaisir
à chaque fois. Et il faut que ça continue parce que c'est précieux, parce que les rencontres avec les auteurs sont très précieuses, parce que c'est pour ça qu'on fait ça en fait. Et les personnes qu'on a vues sur le salon qui nous suivent sur les réseaux nous ont dit aussi ça, et c'était très très intéressant et très soutenant pour nous aussi de voir que faites ce que vous voulez et de toute façon votre communauté vous soutiendra quoi que vous fassiez, et c'est important parce qu'effectivement on fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on aime, et on le fait aussi pour le partager avec vous, et d'avoir des retours comme ça c'est très très précieux. Donc merci beaucoup pour ça. Je vous retrouve dans un prochain vlog, à bientôt.